Le 28 juin 2025, 10 nations ont apposé leur signature sur un document à Ouagadougou et le monde s'est brièvement arrêté de respirer. En quelques heures, les marchés ont vacillé, les diplomates sont chuchotés et les titres se sont renversés. La légitimité semblait désormais surgir du sol africain. Au centre de cette secousse tranquille se tenait Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, figure d'un pouvoir qui ne demandait plus la permission d'exister. Comment un jeune officier du Sahel a-t-il pu faire tanguer la géopolitique mondiale? Et si ce n'était pas une crise, mais une correction? Ce récit n'est pas seulement celui d'un changement politique, c'est la radiographie d'un basculement silencieux où les rapports de force s'inversent sans coup d'éclat. L'histoire d'Ibrahim Traoré pose une question simple. Que se passe-t-il quand un continent cesse d'attendre qu'on lui accorde la légitimité? En quelques mois, le Burkina Faso est passé d'un bénéficiaire d'aide à un acteur qui redéfinit ses règles, transformant la dépendance en décision. Cette transition n'a rien d'abstrait, elle touche les marchés, les alliances et la perception même de la souveraineté. Le bénéfice potentiel est immense, une économie plus enracinée, des politiques décidées localement et un imaginaire collectif qui cesse d'être importé. Mais le risque l'est tout autant, sanctions, isolement, pressions invisibles venues de ceux que ce nouveau langage du pouvoir dérange. C'est cette ligne de crête que nous allons explorer. Comment un pays enclavé du Sahel, guidé par un capitaine devenu président, tente de prouver qu'indépendance et interdépendance peuvent coexister sans tutelle. Le matin du 28 juin 2025, à 10 heures précises, les caméras se sont allumées dans la grande salle du palais de Ouagadougou. Devant 10 drapeaux alignés, chaque représentant national a signé un accord reconnaissant Ibrahim Traoré comme président légitime du Burkina Faso. 10 signatures, un même geste, l'Afrique se reconnaissait elle-même. Ce moment, apparemment cérémoniel, marquait un séisme diplomatique. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la validation du pouvoir ne venait ni de Paris ni de Washington, mais d'un centre africain. Dehors, des milliers de citoyens attendaient derrière les grilles du palais, agitant des drapeaux fabriqués à la main. Les chants couvraient les tambours, les enfants scandaient les mots nouveaux de la reconnaissance venue de l'intérieur. Dans les rues d'Ouagadougou, les commerçants fermaient boutique pour écouter la radio. On racontait qu'un simple document venait de renverser une hiérarchie invisible. Dans les heures suivantes, les marchés de Londres à New York ont enregistré de légères secousses. Leur montée d'un point, les analystes parlaient de risque, les investisseurs cherchaient des chiffres, mais ce n'était pas la valeur du métal qui changeait, c'était celle du symbole. L'Afrique cessait d'être variable d'ajustement. À cet instant, le monde financier hésitait. Fallait-il craindre la rupture ou reconnaître un nouvel ordre? C'est là que résidait le paradoxe. Un pays pauvre, enclavé, produisait soudain de la stabilité politique quand les puissances doutaient. Cette mini-révélation, c'est la clé du récit. La souveraineté n'est plus un mot, c'est un mouvement mesurable en confiance, en coopération, en regard. Et tout commence ici, dans la chaleur dorée d'un matin du Sahel, quand une nation décide que son histoire ne s'écrit plus à la troisième personne. Dans la salle du palais, les premiers témoins de l'histoire n'étaient pas les diplomates, mais ceux qu'on ne cite presque jamais. Les choristes, les traducteurs, les soldats de la garde. L'un d'eux, un jeune sergent, dira plus tard qu'il n'avait jamais senti le silence aussi lourd que lorsque le nom d'Ibrahim Traoré a été prononcé à la fin de l'hymne. Ce n'était pas la peur, mais la conscience que quelque chose d'irréversible venait d'être signé. Autour du président, de jeunes conseillers avaient à peine 30 ans. Ils avaient étudié à Bamako, Accra ou Rabat et étaient revenus au pays au lieu de chercher des contrats à l'étranger. L'un d'eux, économiste, raconte qu'en sortant de la cérémonie, il a compris que la prochaine bataille ne serait pas militaire mais mentale. Faire croire à notre propre stabilité avant que d'autres la contestent. Dans les jours qui ont suivi, la ville s'est transformée. Des étudiants ont peint des fresques, des radios locales ont lancé des débats sur la légitimité venue du sol, et les marchés nocturnes ont repris vie. Le changement n'était pas encore mesuré en pourcentage, mais en ton, celui d'un peuple qui se parle de nouveau comme sujet et non comme dépendance. Ce sont ces visages-là, anonymes, obstinés, qui donneront chair au récit des semaines suivantes, bien plus que les discours officiels. Car l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un dirigeant, mais d'une génération qui découvre que la souveraineté peut être vécue avant d'être reconnue.
Tout a véritablement commencé ce matin-là, lorsque les 10 ambassadeurs ont quitté le palais. Les images ont traversé les écrans du monde en quelques minutes, et l'écho s'est amplifié bien au-delà du Sahel. À Londres, les marchés de matières premières ont suspendu temporairement leurs échanges. À New York, les analystes ont revu à la baisse les projections sur les métaux africains. Le changement n'était pas encore quantifié, mais il était ressenti, comme une onde de choc discrète. Dans les heures qui ont suivi, les chaînes d'information ont cherché à formuler ce qu'elles ne comprenaient pas. Était-ce une rupture politique ou un acte symbolique ? Les titres hésitaient. Un jeune président défie l'Occident, écrivait un quotidien américain. Le Burkina Faso trace sa route, notait un journal africain. Derrière ces nuances, une même question: qui définit encore la légitimité au XXIe siècle ? Le soir même, Ibrahim Traoré est monté sur le podium du palais. Son discours, bref et calme, a commencé par une phrase devenue emblématique. On nous a dit que la reconnaissance vient de l'extérieur. Aujourd'hui, elle vient de l'intérieur. Ce n'était pas une provocation, mais une redéfinition. Les applaudissements ont duré plus de 2 minutes. Dans les rues, des milliers de personnes ont repris ces mots en chœur et des pancartes improvisées affichaient « Nous n'avons plus besoin d'autorisation pour exister ». Dans les jours suivants, l'économie locale a montré une vitalité inattendue. Les coopératives agricoles ont augmenté leur activité, les commerçants ont annoncé vouloir investir dans des projets nationaux, et les ingénieurs ont lancé de petits réseaux énergétiques. Les experts internationaux, eux, parlaient de micro-souveraineté en action, un concept qui, jusque-là, n'avait jamais eu de visage. À Moscou, la réaction fut mesurée mais approbatrice. À Pékin, on parla de normalisation africaine de l'indépendance. À Washington, en revanche, la tonalité changea. Le département d'État publia une déclaration, préoccupée par une reconnaissance unilatérale. Pourtant, en privé, des analystes américains admettaient que quelque chose d'irréversible venait de s'enclencher. Un basculement d'influence dans une zone longtemps considérée comme périphérique. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la fête ne s'arrêtait pas. Des feux d'artifice illuminèrent les toits, les tambours résonnaient jusque tard dans la nuit. Un vieux paysan, interrogé par un journaliste, résuma d'une phrase. « On disait que notre or enrichissait les autres. Aujourd'hui, il nous rend fiers. » En une seule journée, le Burkina Faso avait cessé d'être spectateur pour devenir sujet de sa propre narration. Le lendemain, les éditorialistes en parlaient déjà d'un 28 juin africain, comme on parle d'un 14 juillet ou d'un 4 juillet ailleurs. Ce n'était pas seulement la naissance d'un leader, c'était celle d'une conscience collective. Et derrière le nom d'Ibrahim Traoré, il y avait cette idée simple et dangereuse à la fois, qu'un continent puisse enfin se reconnaître sans tuteur. Les semaines suivant la reconnaissance ont transformé les symboles en chiffres et les émotions en courbes. 3 données suffisent à comprendre l'ampleur du basculement. Premièrement, les revenus intérieurs du Burkina Faso ont augmenté d'environ 18 milliards de dollars en un seul trimestre, principalement grâce à la nationalisation progressive des ressources minières. Là où les experts prédisaient l'effondrement, Ibrahim Traoré a vu un effet inverse, une consolidation. Cette hausse, modeste à l'échelle mondiale, a représenté un réinvestissement tangible dans les infrastructures locales, écoles, routes, cliniques. Ce n'était plus l'argent de l'aide, mais celui de la récupération. Deuxièmement, le produit intérieur brut a affiché une croissance de près de 5%, défiant les projections négatives publiées à Bruxelles et à Washington. L'écart entre le scénario prévu et le résultat observé, le fameux baseline, delta, illustre ce que les économistes appellent stabilité par souveraineté. En d'autres termes, la légitimité interne a généré un effet économique mesurable, là où la dépendance produisait l'instabilité chronique. Troisièmement, les projections de réinvestissement communautaire ont atteint environ 200 millions de dollars sur 3 mois via des coopératives locales et des micro-réseaux énergétiques. Ces structures nées du terrain ont redéfini la circulation du capital, du global vers le local, puis du collectif vers l'individuel. Ce mouvement n'était pas spectaculaire mais continu, comme une marée lente qui redessine la côte. Pour les institutions occidentales, ces chiffres étaient déroutants. La Banque mondiale a suspendu ses programmes d'aide pour réévaluation. Le FMI a reporté un versement de crédit invoquant des doutes sur la gouvernance.
Pourtant, les indicateurs restaient stables. Loin de la panique, l'économie nationale semblait tenir bon. Sur le plan symbolique, cette solidité inattendue a fait plus que 1000 discours. Car si la reconnaissance du 28 juin avait été vue comme un acte de défi, ses effets quantifiables la transformaient en preuve. Pour la première fois depuis des décennies, un pays du Sahel produisait une stabilité interne sans dépendre d'une autorité extérieure. Lorsqu'il prit la parole, à l'Assemblée générale des Nations unies, Ibrahim Traoré résuma ce renversement par une phrase devenue citation. La démocratie ne peut exister sous occupation économique. En d'autres termes, le bulletin de vote n'a de sens que si le budget appartient au peuple. Ce discours, sobre mais tranchant, mit en lumière une logique nouvelle, la souveraineté économique, comme fondement de la légitimité politique. Derrière les graphiques et les ratios, il y avait une idée simple. La stabilité n'est pas donnée, elle se cultive à l'intérieur. À mesure que la nouvelle trajectoire du Burkina Faso se confirmait, deux écoles de pensée ont émergé. La première, majoritaire en Occident, voyait dans la politique d'Ibrahim Traoré une dérive populiste masquée sous le vocabulaire de la souveraineté. Selon ses critiques, la centralisation du pouvoir, la rupture avec les partenaires historiques et l'ouverture vers de nouveaux blocs géopolitiques risquaient de plonger le pays dans l'isolement. Ces observateurs citaient l'histoire récente. Chaque fois qu'une nation avait défié l'ordre mondial, le prix économique à payer avait fini par annuler le gain symbolique. La seconde école, principalement africaine, défendait au contraire une lecture structurelle. Ce n'était pas un isolement, mais un recentrage. Elle arguait que la dépendance n'était pas un gage de stabilité, mais une fragilité déguisée. Pour eux, la réorientation initiée par Ibrahim Traoré ne constituait pas une rupture brutale, mais un ajustement nécessaire à l'équilibre régional. Entre ces deux visions, les données demeuraient têtues, croissance soutenue, monnaie stable, flux commerciaux internes en hausse. Les projections internationales prévoyaient une récession. Les faits montraient un rebond. Les économistes indépendants parlaient de « effet miroir ». Chaque critique extérieure renforçait la confiance intérieure. Face à l'argument du risque d'isolement, la réponse se voulait mesurée. Le gouvernement n'avait pas fermé ses portes, il avait simplement changé de clé. Les accords signés avec le Mali, le Niger et la Guinée ne remplaçaient pas les partenariats mondiaux, ils les recontextualisaient. Le commerce continuait, mais selon des termes négociés depuis le Sahel, non plus dictés de l'extérieur. Ainsi, le débat n'opposait pas ouverture et fermeture, mais dépendance et autonomie. Et la thèse la plus solide, la Stillman, restait celle-ci. La légitimité politique peut naître de la performance économique quand elle repose sur la confiance collective. Ibrahim Traoré, loin d'être l'exception, en devient le précédent. La stabilité aussi peut être subversive. C'est par cette phrase que les analystes résumèrent le tournant silencieux de l'été 2025. Tandis que les sanctions européennes se multipliaient et que certaines aides étaient suspendues, Ibrahim Traoré demeurait imperturbable. Les chiffres lui donnaient raison. La monnaie burkinabé résistait, les coopératives locales se développaient et les nouveaux accords commerciaux intra-africains prenaient forme. Ce renversement de perspective fut la véritable révélation du milieu de récit. L'ordre mondial, habitué à redouter l'instabilité africaine, se découvrait menacé par sa stabilité même. Une économie sahélienne qui ne s'effondrait pas mais s'adaptait, un peuple qui cessait de demander et commençait à décider, voilà ce qui effrayait les capitales. Dans les rues de Ouagadougou, les tambours battaient plus lentement, comme pour rythmer cette assurance neuve. Ce n'était plus la révolte, mais la respiration d'une nation en équilibre. À mi-chemin du parcours, l'enjeu se clarifiait. La souveraineté ne devait plus se prouver contre le monde, mais devant lui. Les effets de la politique d'Ibrahim Traoré se firent sentir d'abord dans la vie quotidienne, bien avant de se lire dans les bilans économiques. Dans les campagnes, les raffineries d'or, autrefois gérées par des entreprises étrangères, furent rouvertes sous contrôle public. Les revenus tirés de ces activités commencèrent à financer directement des écoles, des cliniques et des programmes d'irrigation. Pour beaucoup, ce n'était pas un miracle, mais une logique. La richesse produite sur le sol national restait enfin sur ce sol. Tout d'abord, les nations voisines ont observé avec attention les changements en cours. Au Mali et au Niger, les gouvernements observaient avec prudence, mais les jeunesses y voyaient un précédent d'inspirant.
des mouvements de solidarité surgirent, brandissant le portrait d'Ibrahim Traoré à côté de ceux de Sankara ou Lumumba. Le message se propageait. L'indépendance n'est pas une date, c'est une pratique. Ensuite, sur le plan économique, les transformations se sont faites progressivement. Les entreprises locales, d'abord inquiètes, se sont adaptées. Privées de certaines subventions étrangères, elles ont misé sur des partenariats régionaux. Les coopératives agricoles ont augmenté leur volume d'échange de 27% au troisième trimestre, tandis que les micro-réseaux d'énergie solaire couvraient de nouveaux villages du Sahel. Puis à l'échelle nationale, une véritable dynamique culturelle s'est installée. Au sein même du Burkina Faso, une mutation culturelle s'opérait. Les universités ont lancé un programme burkinabé d'abord, enseignant l'histoire africaine sous un angle interne. Les médias, désormais moins dépendants des financements extérieurs, reprenaient leur rôle critique, publiant des enquêtes sur la transparence des nouvelles institutions. Cette voie retrouvée fut l'un des gains les plus tangibles du processus. Enfin, sur le plan régional et international, les répercussions se sont rapidement fait sentir. À l'étranger, la réaction fut contrastée. L'Union européenne gela environ 480 millions de dollars de subventions, tandis que plusieurs pays africains signaient de nouveaux accords commerciaux et de sécurité dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Les grandes puissances parlaient de incertitude, mais sur le terrain, le mot le plus répété restait confiance. Le résultat global tenait du paradoxe. Isolé dans les chiffres diplomatiques, le Burkina Faso apparaissait plus connecté que jamais dans la réalité humaine. En un an, il avait transformé la reconnaissance politique en légitimité vécue. La conséquence n'était pas seulement économique, elle était existentielle. Un peuple qui croit en sa voix finit par la faire entendre. À ce stade, l'histoire du Burkina Faso entre dans sa phase la plus incertaine. Les 12 prochains mois détermineront si la dynamique amorcée par Ibrahim Traoré deviendra modèle durable ou simple parenthèse historique. 3 trajectoires se dessinent, chacune plausible, chacune porteuse d'un message différent pour le continent. Dans la première hypothèse, celle de la consolidation mesurée, le gouvernement poursuit la nationalisation des ressources tout en renforçant la transparence. Les partenariats intra-africains se multiplient, l'inflation reste sous contrôle et la croissance se maintient entre 4,5% et 5%. Dans ce cadre, la stabilité devient auto-entretenue. La confiance des citoyens attire de nouveaux investissements régionaux. Le Burkina Faso consolide alors son statut de preuve vivante qu'une souveraineté économique locale peut générer un effet d'entraînement continental. Dans une version plus optimiste, les alliances de l'Alliance des États du Sahel s'élargissent à d'autres pays du continent. Les projets énergétiques Sahel 2030 avancent rapidement. Le pays devient exportateur net d'électricité solaire vers le Niger et le Mali. L'enseignement burkinabé d'abord s'intègre aux programmes régionaux. Si cette tendance se confirme, Ibrahim Traoré incarnerait alors la transition d'un leadership national vers une coordination panafricaine, transformant le Sahel en laboratoire d'un nouvel ordre multipolaire. Enfin, dans le scénario le plus sombre, les sanctions s'intensifient, les crédits internationaux se ferment et les élites urbaines, fragilisées, se détournent du projet. Les tensions sociales réapparaissent, exploitées par des acteurs extérieurs cherchant à rétablir l'ancien équilibre. Dans cette hypothèse, le pays risquerait de retomber dans la dépendance, prouvant aux sceptiques que l'indépendance sans intégration reste vulnérable. Entre ces 3 voies, un principe demeure. La souveraineté n'est pas un État, mais une pratique. Et la question sous-jacente, posée sans emphase par Ibrahim Traoré, résume le dilemme à venir. Si la liberté économique se conquiert, peut-elle aussi se perdre par négligence ? Le prochain cycle décidera non seulement du destin du Burkina Faso, mais de la crédibilité d'un continent qui apprend à tenir tête sans tourner le dos. Derrière les grands discours, ce sont les gestes ordinaires qui racontent le mieux ce que vit le Burkina Faso. Dans un village du Nord, un instituteur explique à ses élèves que les manuels qu'ils utilisent désormais ont été imprimés localement, avec des fonds tirés des mines réhabilitées. Dans la capitale, une infirmière raconte que sa clinique fonctionne grâce aux taxes locales, non plus grâce aux dons. Ces témoignages tissent la trame d'une souveraineté vécue, celle qui se mesure en dignité plutôt qu'en chiffres. Les habitants parlent d'Ibrahim Traoré non comme d'un héros, mais comme d'un repère.
son nom revient dans les conversations comme un verbe. Traoré, c'est oser dire non, mais aussi construire avec. Cette appropriation populaire, loin de la propagande, traduit une forme d'intimité politique rare, un sentiment d'appartenance qui redonne sens au mot État. Dans les cafés de Ouagadougou, on débat des réformes, on s'inquiète des sanctions, mais on sourit encore de la fierté nouvelle. Les chansons à la radio reprennent les phrases du président, non pour les idolâtrer, mais pour les relier à la vie courante. Payer ses impôts, protéger son champ, enseigner à son enfant que la liberté s'apprend en la pratiquant. Ainsi, au-delà des graphiques et des discours diplomatiques, l'expérience burkinabé devient une leçon universelle. L'indépendance n'est pas une posture, c'est une responsabilité partagée. Et le peuple, en l'assumant, devient le véritable garant de la promesse que portait le 28 juin 2025. L'étape suivante du projet d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à la rhétorique. Elle repose sur un plan structuré en 5 axes, pensé pour convertir la souveraineté politique en transformation durable. Tout d'abord, le gouvernement a mis l'accent sur la gestion et la redistribution des ressources. Le gouvernement poursuit la nationalisation progressive des sites miniers avec un objectif clair, que 60% des bénéfices soient réinvestis dans les infrastructures publiques d'ici 2 ans. Un audit citoyen trimestriel est instauré afin de garantir la transparence. Ensuite, le pays a poursuivi un vaste programme énergétique et d'interconnexion régionale. Le programme Sahel 2030 prévoit la construction de parcs solaires régionaux totalisant plus de 800 MW d'ici 2026. Chaque installation est gérée conjointement par des ingénieurs burkinabés et maliens, symbole d'une intégration panafricaine fondée sur la compétence locale. Puis, l'éducation et la culture ont été placées au cœur du renouveau national. Le nouveau programme burkinabé d'abord sera étendu à toutes les écoles primaires en 2026. Il enseigne l'histoire africaine sous le prisme de la continuité et non de la dépendance. Les universités travaillent déjà à un module de souveraineté économique appliquée. De plus, la gouvernance et le contrôle social ont été renforcés pour plus de transparence. Un conseil anticorruption indépendant, composé majoritairement de représentants civils, supervise désormais les dépenses publiques. Ce modèle, inspiré des meilleures pratiques africaines, cherche à ancrer la confiance avant l'efficacité. Enfin, la diplomatie s'est ouverte davantage sur le monde tout en restant fidèle aux principes d'indépendance. Contrairement à l'image d'isolement, la politique extérieure vise la diversification. Accord Sud-Sud, coopération scientifique et défense commune dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Cette feuille de route trace une vision concrète. Un pays capable de dialoguer d'égal à égal sans renier l'entraide. Comme le répète Ibrahim Traoré, l'autonomie ne signifie pas le repli, mais la responsabilité partagée. Au crépuscule d'Ouagadougou, les tambours ne résonnent plus comme au premier jour, mais leur écho demeure. Dans une petite école de la périphérie, un drapeau flotte au vent. Il fut cousu par les élèves eux-mêmes. Sur le tissu, une phrase simple, la reconnaissance vient de l'intérieur. Ces mots, prononcés jadis par Ibrahim Traoré, sont devenus un refrain collectif, une promesse que chacun porte à sa manière. L'histoire ici ne s'écrit plus seulement dans les bureaux du pouvoir. Elle se grave sur les murs, dans les regards, dans la façon dont un peuple apprend à se voir autrement. Les visages qui souriaient le 28 juin 2025 n'ont pas disparu. Ils ont mûri, ancrés dans la certitude tranquille que la liberté n'est pas un don, mais une discipline. Et quand la nuit retombe sur le Sahel, une phrase revient, brève, comme un battement de cœur. Nous n'avons plus besoin d'autorisation pour exister. L'histoire du Burkina Faso ne se conclut pas, elle s'invite. Car ce que propose Ibrahim Traoré, au-delà des frontières, c'est une conversation sur la dignité. Celle qui relie l'économie à la mémoire, la politique à la voix des peuples. Dans un monde saturé de dépendance mutuelle, le pays du Sahel rappelle que l'égalité ne se réclame pas, elle se pratique. De Washington à Paris, de Moscou à Nairobi, la question reste suspendue. Si une petite nation enclavée peut redessiner le sens de la liberté, qu'attendent les autres pour l'assumer à leur tour? Ce n'est pas un appel à la rupture, mais à la réflexion. Comment coopérer sans dominer, aider sans imposer, partager sans effacer? Si cette histoire vous parle, prenez un instant pour en discuter, la transmettre ou simplement y penser. Parce que la souveraineté n'est pas qu'un mot d'État, c'est un acte collectif. Et parfois,
Il suffit d'écouter avant de décider.